Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la stratégie One vs Rest classifieur dans le cadre du classement multiclasse, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé où la variable est ciblée catégorielle et a plus de deux modalités. C'est ça l'idée, hein. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs approches possibles, hein. Voilà, il y a l'approche multinomiale. Voilà, très bien, on traite directement les classes, hein, sachant qu'elles sont mutuellement euh, exclusives. Et il y a une autre approche possible, c'est de décomposer le traitement en une série de problèmes binaires. Et justement, dans ce cadre-là, il y a la stratégie One vs Rest classifier. Alors, c'est pas totalement innocent en réalité, hein. Le vrai propos ici, c'est de voir comment on parallélise le calcul dans ce cadre-là. Voilà. Alors, j'essaie de restituer ça rapidement pour que tout le monde puisse bien profiter de cette vidéo. En ce moment, je travaille beaucoup sur l'optimisation des calculs, hein, enfin l'optimisation des traitements quand on programme en Python ou R, hein, voilà. Donc j'en ai fait pour R, j'en ai fait pour Python, et parmi les technologies cette fois-ci, hein, j'ai vu qu'il y avait Numba. Numba qui est ici, qui annonce des choses très intéressantes, hein, qui approchent les performances de ce qu'on peut avoir en CO Fortran. Et dans ce cadre-là, justement, j'avais fait une vidéo. Et dans cette vidéo aussi, j'avais pu montrer, mais de manière très succincte, que on pouvait paralyser les calculs. Voilà. Mais c'est cette idée-là que je vais explorer, plus en profondeur cette fois-ci. Voilà. Et pour montrer l'intérêt de la parallélisation des calculs, on va s'appuyer sur le One vs Rest Classifier. Donc le réel propos de cette vidéo, c'est comment paralyser les calculs quand on traite des problèmes multiclasses avec la stratégie One vs Rest Classifier. Alors là, je suis sur la doc de Scikit-Learn. Pourquoi? Parce que lui aussi il le fait. Lui aussi, il le fait. Voilà. Donc j'ai vu la doc ici, il explique hein, très bien comment il fait ça. Donc vous avez un problème multiclasse, vous prenez chaque classe individuellement contre les autres, et là-dessus, vous créez un classifieur binaire. Alors, le classifieur binaire, ça peut être n'importe quelle technique. Moi, ici, je me suis appuyé sur la régression logistique. Très bien, je reviens là-dessus. Et dans ce cadre-là, du coup, on peut simplement, très simplement, paralléliser les calculs. Parce que paralléliser les calculs, c'est assez compliqué en réalité. Dans certains cas, c'est évident. Ce sera le cas ici. Dans d'autres cas, il faut bien connaître les algorithmes pour savoir les décomposer en sous-problèmes et les soumettre aux différents processeurs, aux différents cœurs de votre processeur. Voilà. Alors justement, ici, voilà, il le montre que, voilà, il y a number of jobs. Il dit, si on met un, ça veut dire que on n'utilise qu'un seul cœur, il n'y a pas de parallélisation. Et si on met moins un, on utilise tous les processeurs disponibles. Hein, voilà. Très bien. Bah, on va voir la différence. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de reproduire cette idée-là en en nous appuyant sur les possibilités de Numba, qui sont assez phénoménales, hein. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, bah, allons-y, hein, voilà. Et on va ouvrir notre notebook. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, je vais utiliser le One vs Rest Classifier de Scikit-Learn et voir déjà comment il implémente la parallélisation de calcul en jouant sur ce paramètre-ci. C'est ça l'idée, hein. Dans un deuxième temps, on va programmer nous-mêmes les régressions logistiques et on va voir si on peut paralyser les calculs en utilisant Numba. C'est ça l'idée. Voilà le plan de présentation, s'il vous plaît. Allons-y alors. Comme d'habitude, hein, là, j'utilise tous les packages disponibles avec l'environnement base hein, de Python, d'Anaconda Python, de la distribution Anaconda Python. Donc, on est bien sur l'environnement base de la distribution Anaconda Python. Et actuellement, la version disponible, c'est la 3.12.7. Ok, très bien. Donc, je vérifie la version de Python quand même, hein. Voilà. Je vérifie aussi la version de NumPy parce que je vais l'utiliser intensivement. Je vérifie la version de Scikit-Learn parce que je vais l'utiliser ici. Et enfin, je vais utiliser Numba. Très bien. Voilà les différentes versions que j'ai dans ce tutoriel-ci. C'est très important que vous ayez cette visibilité-là parce que je vais mettre en ligne le notebook. Vous pourrez le charger et peut-être que vous aurez des résultats différents. Ben, vérifiez déjà si on a bien les mêmes versions. C'est ça qui importe. Voilà. Une fois que ça c'est fait alors, je vais charger un jeu de données. Alors pour une fois, je vais utiliser des données qui sont incorporées dans des packages. Voilà. Pourquoi? Parce que ça simplifie la chose simplement. Mais bon, quand même, les données qui sont utilisées ici, c'est la base CoverType. Alors CoverType, vous le trouverez en ligne.
Les données sont là, en fait, hein. Donc, c'est ces données-là qui sont impactées dans le package donc dataset, enfin, dans le module dataset de scikit-learn. Très bien. Alors, il s'agit de prédire cette type de fourré, donc à partir des données cartographiques. Voilà, des variables cartographiques, hein. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a 54 variables, voilà, et on a un problème à 7 classes. On est bien dans le cadre multiclasse. On est bien d'accord là-dessus. Pour corser l'affaire, hein, parce que sinon c'est trop simple, voilà, on a 581 012 instances. Exemple. Donc le n, nombre d'observations, lui, il est assez important. Donc le temps de calcul va être un élément sur lequel on va jouer. Très bien. Et on va voir l'intérêt justement de la parallélisation dans ce cadre-là. Et l'autre aspect important également, c'est qu'on a bien cette classe, on est bien dans le cadre de multiclasse. Bon, le nombre de variables ici reste modéré, hein. 54 plus l'intercept qu'on va rajouter, la constante de 1, on passera à 55. Voilà. Mais bon, ça reste gérable, sans problème. Allons-y alors. Donc, dans le package donc, dataset de scikit-learn, je récupère les données couvertes. Je prends les X d'un côté, on a bien 54 descripteurs, tout à fait d'accord là-dessus, et le nombre d'observations, c'est 581 012. C'est bien ça, c'est bien ça. Très bien. Ensuite, je récupère la classe, voilà. Je vérifie les valeurs possibles avec les effectifs, et il y a bien cette classe. Hum, Très bien, donc c'est bien ça. Alors les classes ici sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Pourquoi pas, hein? Voilà. Mais il faut le savoir. Faut le savoir, hein. Ça, c'est très important. Ok. Alors bon, comme je vais lancer une régression logistique avec une descente de gradient, hein, c'est celle-ci que je vais utiliser, hein. Alors, la régression logistique de scikit-learn peut traiter directement le cadre multiclasse avec un modèle multinomial. Il peut le faire. Voilà. Mais bon, moi ici, je vais utiliser que les possibilités binaires, tout simplement. Et il utilise une descente de gradient. Alors ça, pour avoir une idée là-dessus, vous allez sur ma page de cours là, de régression logistique, voilà, qui est là. Et sur ma page de cours, il y a des supports, c'est celui-là, voilà. Et je montre à peu près l'idée de la descente de gradient. Alors là, c'est la version la plus simplifiée qui soit. Il y a des variantes plus performantes après, hein, Adam, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Là, vraiment, sur une descente de gradient la plus simple possible. Voilà. Dans une expression la plus simple. C'est ce que j'ai mis en œuvre ici. OK. Alors, bah, très bien. Donc, ça va jouer, en gros, sur le calcul du gradient, hein, voilà. Et là, on a le taux d'apprentissage qui permet d'affecter de corriger au fur et à mesure les coefficients. OK. Ça, c'est l'algorithme de base de scikit-learn, hein, voilà. Avec des variantes possibles, mais toujours c'est la même idée, basée sur le gradient. Alors, pour qu'on puisse utiliser le gradient de manière efficace, c'est mieux de standardiser les variables. C'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, pour éviter les problèmes, je le fais d'emblée. Et je le fais sur toute la base. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est le temps de calcul, on est bien d'accord, hein. Sinon, non, non. Il faut le faire sur la partie apprentissage et l'appliquer sur l'échantillon de test. D'accord. Bien. Alors, bah voyons ce qui se passe avec scikit-learn. Alors avec scikit-learn, du coup, j'ai vu que on peut décomposer le problème de manière tout à fait lisible. Ça, c'est génial, ça. C'est que j'ai le classifieur de base binaire qui est là. C'est logistique régression. Et cette régression logistique binaire est encapsulée dans dans un, dans un framework OneVS13 Classifier. Donc l'approche est très généralisée cette fois-ci, hein. Dire qu'on a une sorte de méta-classifieur qui va utiliser ce classifieur-là. Nickel. Très bien. Alors, mon classifieur interne, j'ai mis random stat 0 pour que vous puissiez reproduire à l'identique les calculs avec les paramètres par défaut, hein, avec la version de scikit-learn, parce que des fois les paramètres par défaut peuvent changer. Nous, on est sur la version 1.5.1. Très bien. Voilà. Et surtout, je dis, je ne veux pas de parallélisation des calculs. Voilà. Donc, njob c'est égal à 1. Voilà. Donc, il n'y a pas de parallélisation ici. Alors, très bien. Donc, je vais instancier ici, hein, il y a une double instanciation, hein, du classifieur interne et du métaclassifieur qui est le OneVS13 classifier. Et je lance l'apprentissage. J'affiche la liste des classes pour contrôle, mais normalement, on a bien 1, 2, 3 jusqu'à 7. Allons-y. Très bien, il lance ses calculs. Et là, je regarde. Effectivement, dans le gestionnaire de tâches de Windows, hein, on voit bien que voilà, il s'énerve sur Python, hein. En fait, à la base, j'ai 8 cœurs et il s'énerve sur un cœur. Et comme il y a le mode turbo, hein, je dépasse
Ici, la fréquence nominale, en fait, hein, la vitesse nominale. Il est allé plus loin, là, tout à l'heure. Vous avez bien vu, hein. Bien. Ça y est, il a terminé. Alors, voilà, on a ici, ça a duré, bon, on mesurera les temps de calcul tout à l'heure. Très bien. Alors, bah, je mesure l'accuracy, donc je fais un prédict sur je fais une prédiction en resubstitution, hein, pour simplifier les choses tout simplement. Voilà. Et je compare la prédiction avec le target pour avoir une accuracy de base. Voilà. Donc l'accuracy de base est de 0,71 OK. Bien, très bien. Alors maintenant, on va voir. Il le dit, hein, c'est dit dans la documentation, il faut lire la documentation. Hein, voilà. Très bien, il dit tout simplement que, voilà, ça, on peut lancer la parallélisation des calculs. Voilà. En jouant sur le nJobs. Si on met -1, il utilise toutes les ressources disponibles. Et là, ça tombe bien, parce que regardez, sur ma machine, j'ai 8 cœurs. Voilà. Et j'ai 7 classes. Donc, je ne vais pas déborder. Sinon, il est obligé de créer soit des files d'attente, soit je ne sais pas ce qu'il fait. Hein, voilà. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas de problème de ça parce que on a moins de classes que de cœurs. Si vous avez que 2 cœurs, voilà, et que vous avez 7 classes, bah, il met en place une file d'attente, j'imagine. Enfin, il faut voir. Il faut lire la doc pour savoir ce qu'il fait exactement. Voilà. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas de problème là-dessus. Donc, je refais exactement la même manip. Voilà. Sauf que là, maintenant, le nJobs, là, je l'ai mis à -1 pour lui dire, utilise toutes les ressources disponibles. Et comme on a 7 classes, il va lancer 7 processus. Voilà. On est d'accord là-dessus, hein? Très bien. Donc, de nouveau, je lance et je calcule l'accuracy. On doit avoir la même valeur que là. Hein. C'est pas parce qu'on est passé en calcul parallèle que le résultat doit être différent. Hein. On est d'accord là-dessus, hein? Sinon, ça n'a pas de sens. On est d'accord. Ben, je lance ici. Boum, voilà. Et je vais dans le gestionnaire de tâches. Et là, très intéressant, regardez, on a 7 processus Python. Donc, il fait bien du calcul parallèle. Voilà. Et on a bien différents processus qu'il a lancés. Bon, ça y est, c'est fini déjà, hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a ici un accuracy de 0,7153 qui est le même qu'ici. Si c'est pas le même, on arrête tout de suite. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on passe sur du calcul parallèle que les résultats doivent être différents. C'est exactement la même chose, mais on exploite mieux les ressources de la machine. Donc on doit avoir exactement les mêmes résultats. Très intéressant maintenant, regardons si le passage par le parallélisme de scikit-learn nous permet de gagner du temps. Et ce qui permet de diviser par 7 le temps. C'est pas vrai, ça n'arrive jamais. Hein. Sauf dans des cas très particuliers, très scolaires, voilà. On divise jamais le temps de calcul par le nombre de processus. Non, non. Parce que il y a des calculs de synchronisation qui sont mis en place, rien que le dispatching des opérations, ça va prendre du temps. Ensuite, il faut consolider les résultats, ça va prendre du temps, ainsi de suite. Voilà. Mais bon, on va voir combien on a gagné. Donc là, je fais un time it tout simplement, et pour que ça prenne pas trop de temps, mais je vais quand même faire une suspension de la vidéo, hein. Voilà, je réitère 7 fois. Et voilà, avec une loupe, un loop. Voilà, une boucle. Voilà, très bien. Et là, je vais faire sans parallélisation. Allons-y. Boum. Donc on va bien, hein. Il s'énerve bien sur un processus, et avec le turbo mode, bah, j'utilise, voilà, l'accélère beaucoup. On le voit ici, hein. Voilà. On dépasse la vitesse réelle et au-dessus de la vitesse nominale parce qu'il s'est mis en turbo mode. On s'énerve sur un seul cœur ici. Hein. Voilà. Et on le voit bien. On le voit bien ici. Voilà. Je vais suspendre la vidéo parce que ça va prendre quelques minutes. Voilà. Et du coup, je reprends juste après. Je reprends l'enregistrement. Voilà. Et là, il a lancé 7 fois. Voilà, avec une boucle chaque fois. Et le temps de traitement est de 14,3 secondes. Hein, pour chaque lancement. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est sans parallélisation. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec parallélisation. Voilà, s'il a lancé 7 processus, est-ce qu'il divise par 7 le temps de calcul? On verra. Je sais pas vrai, en fait, hein, parce que j'avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup de synchronisation à mettre en place, ainsi de suite. Et même l'opération de dispatching lui-même prend du temps. Je le lance, très bien. Et on voit ici, dans le gestionnaire de tâches, de nouveau, on a les processus Python qui arrivent, les 7, parce qu'il y a 7 classes. Très bien. Alors, de nouveau,
je suspends la vidéo et je reprends la main juste après. Ça y est, il a terminé. Voyons ce que ça a donné, le fait qu'on passe par une parallélisation avec scikit-learn. Ben, il a gagné. Vous avez vu, hein, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, hein, très peu. Alors, en réalité, pourquoi? Parce qu'en même temps, ici, j'enregistre, hein, j'utilise Zoom, vous avez bien vu que j'utilise Zoom, hein, voilà. Et ça prend des ressources aussi. Du coup, il peut pas prendre autant ses aises qu'il veut, en réalité, hein. Quand j'ai pas Zoom, là, le gain est un peu plus important, mais pas en tout cas divisé par 7. Voilà. Et voilà. On a gagné, mais pas tant que ça. Mais en tous les cas, paralyser les calculs permet de gagner du temps. Et dans le cadre du One vs Rest, tout simplement, ce qui se passe, c'est que il lance l'apprentissage de chaque classe versus les autres, voilà, en tant que processus. Donc, comme il y a 7 classes, il lance 7 processus. On a bien vu dans le gestionnaire des tâches tout à l'heure. C'est ça l'idée. Alors, une fois que j'ai vu ça, voilà. Donc, vous avez vu, hein, c'est vrai que c'est décevant quand même un petit peu. On est d'accord là-dessus, mais on a gagné, hein, c'est indéniable. Il y a presque 3 secondes, 2,5 secondes d'écart là. Très bien. Alors, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais nous-mêmes, quand on programme des algorithmes de machine learning, on a des outils qui permettent de paralyser. Et notamment, il y a NumPy. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais essayer de programmer le One vs Rest classifier là, en utilisant NumPy. Sauf que, comme j'aime bien la difficulté, voilà, au lieu d'utiliser la régression logistique de scikit-learn, je vais programmer moi-même la régression logistique en utilisant non pas la descente de gradient, mais en utilisant le Fisher scoring. Newton-Raphson, parce qu'ici, là, la matrice Hessienne, elle est calculée directement, avec la bonne formule. Alors, bon, j'ai mis l'idée ici. Vous avez vu la différence? C'est que là, on garde que le gradient et là, on a eu le taux d'apprentissage. Et là, cette fois-ci, on utilise la matrice Hessienne. Alors, l'intérêt d'utiliser cette approche-là, le Fisher scoring, c'est que on tient compte de la pente, hein, de la fonction de perte quand on optimise, et on tient compte également avec cette partie-là de la courbure de la fonction de pente, hein, enfin, de la fonction de perte. Voilà. Et du coup, bah, il optimise mieux. Et le nombre d'itérations est nettement réduit. Ça, c'est l'avantage. Le gros inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il faut calculer cette matrice-là, qui est de taille P plus 1, P plus 1. P, c'est le nombre de descripteurs, plus 1 parce qu'il y a la constante, l'intercept, voilà, et c'est une matrice carré symétrique, hein, P plus 1, P plus 1. Voilà. Bah, voilà, et bah, 54 plus 1, 55, on a une matrice 55, 55, hein, qu'il faut savoir manipuler. Très bien. Mais bon, en tout cas, on a bien cette idée-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Je suis allé sur Copilote et je lui dis, eh ben, propose-moi un code Python qui calcule la régression logistique binaire avec l'algorithme Fisher Scoring. Voilà ce qu'il dit. Et il me propose ce code-là. Alors, ce code est très bien, mais en réalité, je peux pas l'utiliser directement pour différentes raisons. Il y en a une déjà, voilà, qu'il faut bien voir, c'est que ce ne sont pas toutes les fonctions NumPy qui sont portées sous Numba, hein. Avec Numba, je vais avoir une sorte de compilation, hein. On est d'accord ici, hein. C'est bien ce qui est idée ici, et j'en parle ici, hein. On a une sorte de compilation. Et dans ce cadre-là, c'est pas toutes les fonctionnalités de NumPy qui sont transposées sous Numba. Moi, au départ, j'ai mis ça, j'ai rajouté la directive de compilation de Numba, et boum, ça n'a pas marché. Donc, j'ai regardé en détail, et je suis tombé sur cette doc-là. Voilà. On est bien sur la doc de Numba, là, hein. On est d'accord là-dessus, hein. Voilà. On est bien sur la doc de Numba. Et en réalité, il n'y a qu'une partie des fonctionnalités de NumPy qui sont portées sous Numba, qui sont supportées par Numba. Voilà. Bah, il faut se palucher la doc. Il faut se palucher la doc. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris du temps monumental. Mais maintenant, je connais bien. Là, pour le coup, pour les projets, là, quand vous allez travailler dessus, je peux vous dire que on va pas pouvoir me raconter des salades, hein. Ça va pas être possible, là. Parce que là, je connais vraiment très bien, maintenant, l'outil. OK. Du coup, il y a plein de fonctions qui marchaient pas, comme le hashtag, là, on a dû remplacer par concatenate, ainsi de suite, très bien. Et il y a un deuxième aspect également, c'est cette partie-là. Pour calculer la matrice hessienne, il prend la matrice de X et dans laquelle on a rajouté la colonne de constante, il la transpose. Donc, on a P plus 1 croix N en termes de dimension de matrice. Ensuite, on a une matrice diagonale, en fait, où on a les probas. Tout simplement, le P fois 1 moins P. P, c'est la proba d'appartenance aux classes. Très bien. Alors, c'est une matrice diagonale,
Mais de manière tout à fait prosaïque, sa taille, c'est n croix n. N croix n. Et n pour nous ici, c'est 581 000. Voilà. Donc, quand j'ai voulu lancer ce code-là sans réfléchir, hein, parce je suis comme tout le monde, je lance d'abord et quand ça plante, je regarde pourquoi. On est d'accord là-dessus. La machine m'a dit, mais non, tu peux pas allouer un vecteur enfin, une matrice de 2 Téra. J'ai dit, quoi ça, 2 Téra? Il n'y a pas de 2 Téra là-dedans. Mais en regardant un peu, bah non, 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 et clairement, effectivement, parce que, ben non, 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 là, ça va pas le faire, là. Voilà. Donc, du coup, il a fallu modifier le code également pour qu'on n'ait pas à créer cette matrice de taille n croix n. Hein, 581 012 croix 580 012. Hein, voilà. Oui, d'accord là-dessus. Voilà. Du coup, j'ai adapté le code. Donc, j'ai importé Numba avec le ngit. Hein. Tout ça, j'ai expliqué ici. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Hein. Oui, d'accord là-dessus. Hein, voilà. Ça permet de compiler votre code. Ensuite, j'ai modifié le code, voilà, pour que soient uniquement prises en compte les fonctions de NumPy reconnues par Numba. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le calcul de la mort, là, qui crée la matrice de taille n croix n, je l'ai enlevé et je l'ai transformé comme ceci. Alors là, regardez, je mettrai ça en ligne, hein, on est d'accord là-dessus, hein, comme d'habitude. Regardez bien comment j'ai fait pour donc reprendre ce code de base là, voilà, et comment j'ai pallié hein, cet énorme problème, voilà, en la transformant en un calcul plus simple qui prend pas beaucoup en mémoire. C'est ça l'idée. Avec exactement les mêmes résultats, j'ai vérifié, figurez-vous, hein. On est bien d'accord là-dessus. Alors, j'ai rajouté un autre élément, c'est qu'à un moment donné dans le calcul, on a une inversion de matrice. C'est jamais bon, ça. Hein. Quand vous faites des calculs itératifs et qu'il y a des inversions de matrice, mais elle est nécessaire, l'inversion de matrice. Hein. Et là, l'inversion de matrice, on est d'accord là-dessus. Voilà. Ah, bah, généralement, les erreurs enfin, le problème de matrice singulière arrive très rapidement. Donc, pour stabiliser les calculs, voilà, je rajoute une toute petite constante sur la diagonale principale. Voilà. Du coup, on n'a pas de problème avec l'inversion. Là, pour le coup, c'est vraiment une astuce de calcul très bête. Hein. Euh, En théorie mathématique, il n'y a rien qui justifie ça. Mais en théorie numérique, dans le calcul numérique, voilà, ça permet de stabiliser la matrice pour que l'inversion ne pose pas problème. Voilà ce que j'ai mis en place. Très bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc là, c'est la régression logistique binaire seulement que j'ai fait en utilisant donc l'algorithme de Fisher Scoring ou Newton-Raphson ici. Dans la régression logistique, c'est la même chose. Voilà. Avec ce mode de mise à jour des paramètres, hein, des coefficients calculés. Voilà. Donc, je lance ici. Ça y est, il est chargé en mémoire. Et ensuite, j'implémente le OneVSRest de manière séquentielle. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Je récupère le nombre de classes maximales, sachant que les classes sont numérisées, hein, voilà, et sont identifiées par un code numérique, 1, 2, 3 jusqu'à nombre de classes maximales. Donc je récupère le nombre de classes maximales ici, et je vais créer une liste des coefficients pour chaque classifieur binaire. Voilà. Et donc je fais une boucle, je crée le Y binaire, 1, 0, voilà, et ensuite je lance le phi grade numba que j'ai mis là. Voilà pour le classifieur binaire. Très bien. Et je rajoute la liste des coefficients. C'est ce que je fais ici, et bien sûr, toujours en utilisant ngit. Sans parallélisation pour l'instant. Hein. Donc là, j'ai une liste de coefficients. Il y en aura 7, hein, 7 vecteurs de coefficients. Voilà. Et, et je les rajoute au fur et à mesure. Comme j'ai un calcul séquentiel, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Je vais avoir les coefficients, les classifieurs binaires dans l'ordre. C'est ça l'idée. Je lance ça. Très bien. Et je lance l'apprentissage. Voilà. Je lance l'apprentissage. Comme tout à l'heure, voilà, il va s'énerver sur un seul hein, processeur. Et voilà. Il prend beaucoup de temps là-dessus. Hein. Bien, il utilise toutes les ressources disponibles hein, en passant en mode turbo toujours. Bien vu, hein, en passant en mode turbo toujours. J'ai vu qu'il y a certains nouveaux processeurs là, qui peuvent monter jusqu'à 6 GHz. Ça laisse rêveur. Hein. Ça laisse vraiment rêveur. Bon, on peut pas trop rêver avec ça à l'université pour l'instant. Hein. Voilà, bon. Ça y est, là, il avance. Voilà, c'est fini. Il a fait des calculs. Alors, j'ai des coefficients. Il y a bien. Alors, il l'a transposé ici, mais on a bien 55 coefficients.
54 variables plus l'intercept, et on a bien 7 jeux de coefficients parce que il y a 7 classes. Voilà. Alors, ensuite, j'ai créé la fonction de prédiction, hein, qui prend en entrée tout simplement ici la description de l'échantillon test, si vous voulez, et et la matrice des coefficients, parce que là, vous avez vu, hein, là, j'avais une liste, et j'ai transformé en une matrice, hein, NumPy. Voilà, donc c'est cette matrice NumPy que je récupère là. Très bien. Et ensuite, je fais tout simplement le produit. Et pour chaque individu à classer, je regarde la classe qui a obtenu le score maximal. C'est juste ce qui est fait ici. Comme le numéro de colonne commence à 0 et que mes classes commencent à 1, il faut que je rajoute la valeur de 1. C'est juste ça. Très bien. Boum. Allons-y alors. Voilà. Je fais la prédiction en resubstitution sur les mêmes jeux de données et je calcule l'accuracy. Alors, c'est pas exactement la même valeur qu'au-dessus. Qu'au-dessus, là. Vous avez vu, hein? Tout à l'heure, sur scikit-learn, j'avais, avec les paramètres par défaut, j'avais 0,7153. Voilà. Et ici, avec ma méthode Fisher Scoring, mais avec nettement moins d'itérations, hein, voilà, j'ai 0,7143. Voilà. Bon. À la troisième décimale, si vous voulez. C'est pas ça l'enjeu, hein. C'est vraiment pas l'enjeu ici. L'enjeu ici, c'est comment on va pariser les calculs. Très bien. Mais ça me donne une référence. Et ça veut dire que quand je vais passer au calcul parallèle, il faut que j'obtienne exactement le même qu'ici. Hein. J'ai pas les mêmes, j'ai pas la même accuracy que scikit-learn parce que les algos sous-jacents, la régression logistique binaire ne sont pas les mêmes. L'un, c'est une descente de gradient. Moi, c'est un Fisher scoring. Mais en revanche, moi, avec moi-même, sans ou avec la parallélisation, je dois obtenir le même résultat. Alors, la parallélisation, justement, elle est là. Et regardons la différence qu'il peut y avoir entre l'algorithme non parallélisé, séquentiel, qui est là, ici, et celui que j'ai parallélisé. Regardez. Alors, toujours, on a la directive de NumPy. Très bien. Et je rajoute un élément supplémentaire, c'est que je dis que maintenant, je veux que les calculs soient parallélisés. Je récupère le nombre de classes, très bien, et c'est là que commence un nouveau problème. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas créer une liste vide et les rajouter au fur et à mesure. Parce que je ne maîtrise pas la durée de calcul pour chaque classe contre les autres. Donc, si je reste sur ce schéma-là et que je fais un pairange, hein, parce que c'est le pairange qui permet de paralyser les calculs, voilà, vous avez vu, hein, j'ai rajouté pairange ici, hein, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que les vecteurs de coefficients n'arrivent pas dans le même ordre. Parce que certains convergeaient plus vite et d'autres non, certains ont des classes rares, d'autres non, voilà. Et alors là, si les classes, si les vecteurs, les coefficients associés aux classes n'arrivent pas dans le même ordre, la prédiction, vous oubliez. On est d'accord là-dessus. Donc, il m'a fallu utiliser un autre artifice. Quel est l'artifice que j'ai mis en place? J'ai créé une liste de coefficients en la remplissant avec des vecteurs vides pour l'instant, avec autant de vecteurs qu'il y a de nombre de classes. Très bien. Ensuite, voilà, je fais une boucle à la place du range standard qui est là. Vous avez vu ici, hein? Là, c'est un range standard. J'utilise le pairange pour dire je vais paralléliser les calculs. Ensuite, je crée la variable cible. Ça change pas. Je lance le calcul et cette fois-ci, je fais un accès indexé. Du coup, il n'y a pas d'ambiguïté. À la place numéro 0, vous avez bien le premier classifieur de la première classe. À la place suivante, vous avez le deuxième classifieur, ainsi de suite, parce que j'ai fait un accès indexé et non pas un append. C'était ça, le truc. C'était ça, le truc. Sinon, c'est foiré. Sinon, c'est foiré. Voilà. Tout le reste, c'est pareil. Tout le reste, c'est pareil ici. Donc, je lance. Hein, et je vais lancer les calculs. Voilà. Et là, regardez. J'ai qu'un seul Python. Je n'ai pas comme sur NumPy, comme scikit-learn, où il y avait plusieurs processus. Là, je n'ai qu'un seul. Pourquoi? Parce que NumPy utilise la technique des threads pour paralléliser. Donc, c'est une autre technologie. Hein. Ça, je l'ai su comment? Je l'ai lu la doc, tout simplement. Hein. Donc, je suis allé dans la doc, voilà. J'ai regardé comment il fait les calculs parallèles. Ça m'a pris un peu de temps, hein. Voilà. Et voilà. Et je me suis rendu compte qu'il utilise en réalité les threads tout simplement. Ok, très bien. Donc c'est pour ça que dans
notre gestionnaire de tâches et on n'avait qu'une seule version de Python. Est-ce que pour autant, ça accélère les calculs? Ah, on va essayer de voir après, le temps, la rapidité, hein. Bon, là, il a terminé en tous les cas. Je vérifie. Voilà, et on a bien la même valeur. 0,7143, 0,7143. Je suis cohérent avec moi-même. Heureusement que je suis cohérent avec moi-même, sans et avec la parallélisation. Alors, une fois que c'est fait ça, maintenant, mesurons les temps de calcul, voilà, sans et avec parallélisation, en utilisant mon système à moi, basé sur NumPy. L'objectif de la vidéo, c'est bien ça, hein, c'est comment on peut paralyser des calculs en utilisant NumPy. C'est ça l'idée. Et pour montrer ça, on est allé voir comment on peut mettre ça en place sur le One VS Rest classifiant, qui est un cadre relativement simple. On est d'accord là-dessus. Alors, mesurons le temps de calcul sans parallélisation. Tac, en utilisant Timeit. C'est ce que je fais ici. Donc, il lance les calculs là, et je vais suspendre. Voilà, donc il a fini et il m'a dit que chaque calcul, chaque lancement de l'algorithme a pris séquentiel, hein, sans parallélisation ici, a pris 17,4 secondes. Alors ce temps-là n'est pas vraiment comparable avec scikit-learn. Pourquoi? Parce que c'est pas les deux mêmes algorithmes sous-jacents. Rappelez-vous, hein, scikit-learn, lui, il utilise une descente de gradient, comme ceci là, ou un avatar, hein, une variante, si vous voulez. Et moi, j'ai utilisé un Fisher scoring. Voilà. Donc, comparer les deux, là, ça n'a pas trop de sens, hein. Moi, ce qui est intéressant, en revanche, c'est comparer ce temps sans parallélisation avec le temps de calcul qui sera mesuré ici, où j'ai introduit la parallélisation. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Je lance. Ah, très bien. On regarde un peu, on n'a toujours qu'un seul Python qui est utilisé. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, hein, il s'appuie sur les mécanismes des threads, qui est un autre mécanisme. Donc c'est pour ça que on n'a pas plein de versions de Python qui apparaissent là, à la différence de scikit-learn qui manifestement s'appuie sur une autre technologie. On est d'accord là-dessus. On va voir si ça gagne. Hop, hop, je vais suspendre la vidéo et je la reprends juste après. Ça y est, il a terminé et regardons, voilà, ça a quasiment divisé par deux. Donc, Numba s'appuie sur les traites pour paralyser les calculs et on voit que dans ce cadre-ci, on a quand même quasiment divisé par deux le temps de traitement. Alors, ça divise pas par 7. Hein, encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'utilisation des ressources, de synchronisation, de dispatchage des calculs, de dispatching des calculs, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est très rare qu'on puisse diviser par le nombre de threads, hein, voilà. Mais quand même, voilà, ça permet de gagner. Voilà. Alors si je résume, je m'intéresse à l'optimisation des calculs sous Python et sous R. Hein, je fais les deux, j'essaie de trouver les deux. Alors, dans ce cadre-là, je m'intéresse aux technologies. Et il y a une technologie qui est pas mal, c'est Numba, qui permet de compiler le code. C'est ce qu'ils disent ici, hein. Moi, j'invente rien là. Et notamment, ils proposent des solutions pour la parallélisation des algorithmes, notamment par l'utilisation des threads. Alors, pour montrer si c'est vraiment probant, j'ai essayé de reproduire le One VS Rest Classifier en me basant sur une régression logistique maison où j'utilise le Fisher Scoring. Voilà. Newton-Raphson ici, en l'occurrence, c'est la même chose ici, dans ce cadre-ci. Voilà. Très bien. Et on voit que on gagne vraiment pas mal et on a intérêt à passer à la parallélisation. Mais ce n'est pas aussi trivial que ça. Là, pour le coup, ce cadre-ci est très simple, hein. J'avais donné un projet il y a quelques années à mes étudiants où je leur demandais de voir le classement avec la régression PLS, basé sur la régression PLS. Une grosse partie des étudiants sont partis sur la PLS2 parce que c'était un problème multinomial, enfin multiclasse que je leur demandais. Et voilà. Et ils ont eu toutes les peines du monde à essayer de paralyser, hein. Voilà. En fait, non. Jamais pu trouver. Et vu le temps imparti, vu le temps qu'ils pouvaient consacrer au projet, ils n'ont pas trouvé. Et un seul groupe, voilà, a eu l'idée de partir sur la PLS1 cette fois-ci et d'utiliser la stratégie One VS Stress Classifier et ça a été très payant. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder en mixant avec les possibilités des outils en termes de parallélisation des calculs. Et Numba le fait très bien. Numba le fait très bien. Voilà. Excellent travail à tous.